Alors, les ordonnances qui donnent la possibilité au CSE de négocier aujourd'hui peuvent amener une confusion dans l'esprit de certains et faire penser que le CSE est un syndicat. Alors, on va vous expliquer si oui ou non le CSE est un syndicat et à la fin, on vous donnera quelques conseils si vous êtes dans un CSE qui est au bord de l'explosion. Alors, Fabrice, bonjour. Bonjour. Le CSE est-il, selon vous, un syndicat? Alors la réponse est clairement non. D'ailleurs, si c'était un syndicat, peut-être même qu'on l'appellerait syndicat, hein, tout simplement. Mais il ne s'appelle pas syndicat, il s'appelle comité social et économique. Et le CSE peut avoir des membres issus des rangs syndicaux, mais ça n'en fait pas un syndicat. Un syndicat, pour information, c'est surtout une organisation qui a déposé des statuts, qui a une identité souvent très marquée. Je pense notamment par exemple à la CGT, Force ouvrière, qui sont, tout le monde le sait maintenant, des syndicats très engagés. Et surtout, ils ont leur propre doctrine. La CGT, ce n'est pas FO, et FO, ce n'est pas la CGT. Tous les CSE de France reposent et travaillent sur les mêmes règles. C'est le Code du travail. Voilà. Donc, il y a des syndiqués élus dans un CSE parce qu'ils ont été élus par les salariés qui eux-mêmes préféraient voter pour un syndicat ou un autre. Et c'est ensemble qu'ils vont être au CSE. Et ce n'est pas le CSE qui a le pouvoir de négocier dans une entreprise où il y a des délégués syndicaux, ce sont les délégués syndicaux. En revanche, quand il n'y a pas de syndicat et que c'est un CSE qui a été élu au deuxième tour, oui, il y a dans certains cas, prévus par les ordonnances, la possibilité pour le CSE de négocier. Mais en aucun cas, il va négocier à la place du syndicat. Un accord d'entreprise, c'est signé par la négociation entre l'entreprise et les organisations syndicales. Pourquoi? On va rappeler le rôle du délégué syndical, peut-être en deux mots. Le délégué syndical existe parce qu'il doit être nommé par l'organisation syndicale, parce qu'il est supposé, censé être indépendant de la direction. Et c'est ce qui doit garantir qu'il n'y a pas de collusion entre le délégué syndical et le patron. Il est nommé par un organisme extérieur supposé être neutre. Voilà la raison d'être du délégué syndical et du syndicat qui fait que le CSE, je suis d'accord avec vous, n'est pas un syndicat. Alors, selon vous, pourquoi les élus du personnel rencontrent-ils des difficultés à se détacher de leur appartenance syndicale? Alors très souvent parce qu'ils confondent les deux rôles. Ils confondent effectivement ce rôle très militant du monde syndical qui leur permet évidemment de faire connaître leurs valeurs, leur engagement, avec ce rôle un peu particulier de membres élus du CSE qui répond d'une autre logique, c'est celle de représenter les salariés dans leurs intérêts de tous les jours. Les syndicats, ils interviennent, comme vous l'avez souligné, très ponctuellement dans la vie d'entreprise, et en particulier au moment de grandes négociations, que ce soit des négociations souhaitées par eux, ou que ce soit tout simplement des négociations annuelles obligatoires, c'est-à-dire prévues par le Code du travail. Alors que tout au long de l'année, que ce soit pour traiter des questions de temps de travail, d'égalité professionnelle, de formation, de logement, d'activité sociale et culturelle, de climat social, les élus du personnel sont aux côtés des salariés, quelle que soit finalement leur appartenance syndicale, quel que soit leur engagement militant. Et au sein des CSE, ce qu'on observe malheureusement, c'est que très souvent, il y a des clivages entre les membres élus eux-mêmes, alors que l'objectif est commun, c'est celui de représenter les salariés. Cette étiquette syndicale vient un peu parfois polluer cette ambition collective et ça crée des groupuscules étiquetés qui n'ont de cesse que de se réclamer d'une appartenance. Alors, l'appartenance syndicale, pour la connaître un peu, elle donne une orientation, c'est-à-dire que sur un sujet comme le logement dont vous avez parlé, selon qu'on est à la CFDT, à la CFTC, à la CGT ou chez FO, on n'aborde pas de la même manière la nécessité de travailler avec le collecteur 1% logement, Action Logement aujourd'hui, et les règles qu'on s'applique pour trouver du logement. Par exemple, si on est dans la grande distribution, on va essayer de trouver du logement de proximité avec Action Logement parce que certaines hôtesses de caisse finissent à 22 heures et qu'il ne faut pas de grand temps de trajet. Alors ça, c'est dans la politique du CSE. Si elle est à majorité d'un syndicat ou d'un autre, il va y avoir une manière différente d'appréhender les sujets. C'est ce qui fait que l'appartenance syndicale ressort dans la gestion d'un CSE. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelques conseils à donner à ces nouveaux élus qui éprouvent des difficultés à travailler ensemble parce que chacun travaille avec sa formation, sa sensibilité, son appartenance syndicale, qui a donné une formation, une orientation philosophique aussi. Et comment on fait pour leur dire, mettez-vous autour de la table et peut-être qu'au centre, il y a un point commun. C'est comme tout dans le monde du travail. En fait, il faut savoir composer avec autrui. Il faut accepter les divergences, il faut accepter les points de vue, travailler aussi de concert parfois avec les gens. Donc moi, je conseille d'abord de choisir une formation.
Une formation où tous les élus, quelle que soit leur sensibilité personnelle, syndicale, vont travailler ensemble. Voilà. Se former ensemble, travailler ensemble pour objectiver ensemble la manière de poser les jalons de leur future stratégie CSE. Deuxièmement, ça sera de placer toujours l'intérêt des autres, et en particulier de l'équipe, au-dessus de ses propres intérêts personnels. Trop souvent, les élus confondent leur engagement personnel et ce qu'ils devraient faire pour le plus grand nombre. Voilà, ce qu'on devrait faire pour le plus grand nombre. Il faut stopper, alors moi j'ai appelé ça l'hégémonie du partisanisme. Ça veut dire en gros, à chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est pas moi, c'est un autre syndicat. Comme si d'ailleurs les syndicats étaient aussi coupables, ne serait-ce que des problématiques qui ont lieu au sein des CSE. Beaucoup de syndicats d'ailleurs ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe au sein de leur propre CSE. Et enfin, surtout, se poser la question, quand on se combat en interne, est-ce qu'on combat les problématiques externes? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment encore en capacité de représenter les salariés? Et je crois que la réponse est non. Alors, pour la formation de l'élu de CSE est indispensable, mais la formation syndicale l'est aussi, parce que la formation syndicale rappelle, pour une organisation syndicale en particulier, les repères revendicatifs. Les repères revendicatifs peuvent s'appliquer dans la gestion du CSE et peuvent aussi donner des idées aux autres adhérents d'autres organisations syndicales pour intégrer dans la stratégie, puisqu'on ne va pas parler de politique, c'est un gros mot quand on dit politique, dans la stratégie de gestion des activités sociales et culturelles, par exemple, ou des AEP, des activités économiques et professionnelles, des lignes qui vont peut-être être au service de chacun. Mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Il y a chacun à la sienne et c'est peut-être l'addition de ces vérités qui va faire qu'on va pouvoir gérer ensemble, vivre ensemble et faire tourner ensemble une institution. Donc si un CSE arrive à bien fonctionner, c'est quand même plus efficace pour représenter les salariés, non? Alors oui, alors sur la formation, il ne faut pas confondre tous les sujets. En réalité, il y a des formations très importantes sur le plan institutionnel qui méritent qu'elles soient honorées ensemble. Je prends notamment la formation secrétaire, trésorier, ou de formation pour bien gérer la communication de son CSE. Là, pour le coup, il faut que les élus travaillent ensemble. Après, il y a des formations doctrinales qui sont importantes aussi, ne serait-ce que culturellement, d'où je viens, où je vais, ce que je défends. Et donc, on peut se former de multiples façons. Ce qui est très important, c'est aussi de se poser la question, quelles sont les formations qu'on fait au sein du CSE pour le bien du CSE, son fonctionnement. Je prends un exemple que je rencontre souvent, les élus qui se forment au règlement intérieur. Et ils se forment les uns indépendamment des autres. Sauf que le règlement intérieur, c'est l'outil qui doit rassembler tout le monde. Quand chacun vient avec son idée du règlement intérieur, ça ne fonctionne pas. Or, peut-être qu'il aurait été sage pour cette formation que tout le monde profite de la formation en commun pour discuter de leur futur règlement intérieur. Et c'est un peu d'ailleurs le sens de cette formation. Donc un CSE qui est uni, c'est un CSE où règne évidemment concorde et unité, et forcément, ça fonctionne mieux, quoi. Alors, si vous aviez un dernier conseil à donner pour les CSE qui sont au bord de l'implosion, lequel formuleriez-vous? Crever l'abcès. La plupart des problématiques qu'il y a entre élus sont les problématiques de petits chefs. Souvent même des problématiques liées au résultat électoral. Ceux qui sont sortis majoritaires et gagnants d'une élection, d'ailleurs on peut que les féliciter. Pour autant, ce n'est pas parce qu'ils travaillent avec des gens qui sont moins majoritaires qu'eux que ces gens sont ignares, impotents, incapables de compréhension ou de proposition. Et donc il faut arrêter évidemment ce système de petits chefs et il faut commencer à construire une identité CSE. Une identité CSE, c'est des gens qui s'acceptent, des gens qui réfléchissent ensemble, et qui essayent aussi de placer en plus haute estime l'intérêt des salariés au-dessus du leur. Et là, normalement, ça fonctionne. Parce que pour satisfaire tout le monde, il faut bien se rendre compte que quand on n'a pas fait 100% à une élection, c'est qu'on n'a pas l'unanimité derrière et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et que donc il faut composer et arriver à faire 100% de satisfaits pour autant. C'est-à-dire que si vous avez 60% et les autres 40%, il va falloir satisfaire les 60 qui ont voté pour vous, et les 40 qui n'ont pas voté pour vous. Et d'ailleurs, si vous le faites bien, vous pourriez avoir 80 la prochaine fois. Exactement. Parce qu'un élu me disait un jour, la campagne, elle commence le lendemain de l'élection. Exactement. Si l'électeur est content, il te reconduit après. Sinon, il ne te reconduit pas. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup.